les discussions qu'il y a sur les élargissements possibles de la scolarisation, la montée en niveau des études, etc., il y avait en quelque sorte des corrélats idéologiques. Les discussions au XIXe siècle, c'est assez clair, c'est les classes sociales se présentent complètement à nul pour les classes supérieures. Largement aussi au début du XXe siècle. Mais il y a des nouvelles manières de poser des problèmes, parce qu'il y a un camouflage actuellement des effets de sélection, de dissuasion, de ségrégation, et montre des manières d'en parler qui sont, par exemple, la question de l'échec scolaire, dont on ne parlait pas du tout en 1900. Échec scolaire qui peut être attribué soit aux écoles elles-mêmes, c'est-à-dire à l'enseignement, ou qui peut être attribué et intériorisé par les élèves et leurs familles. De l'autre côté, on a, à partir après 1960, on a commencé à parler des conceptuels et non conceptuels. C'est-à-dire qu'il y a des... Je pense qu'il est utile et important de voir tout ce qui, sur un plan idéologique, accompagne et permet d'une certaine façon un certain nombre de décisions. Oui, alors effectivement, la question d'échec scolaire n'est pas c'est une question qui apparaît en fait avec la massification des années 60, je pense qu'il en parlera mieux que moi. Et ce n'est pas une question qui se pose. Enfin, c'est une question quand même dont on est conscient. C'est-à-dire qu'on est conscient qu'il y a des élèves qui vont pas, qui traînent, qui ne vont pas jusqu'au bout, enfin, qu'il y a des mauvais élèves. Mais ce n'est pas traduit en échec scolaire, on les garde, éventuellement, ils font de l'absentéisme. Hein. D'ailleurs, dans les classes, quand on prend faire doubler les élèves à Paris dans les années 1880, la classe qui a le plus d'absentéisme, c'est le cours élémentaire. Ou le cours moyen, enfin je crois que c'est le cours élémentaire. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on les garde, mais on n'est pas aussi dans cette course au passage dans la classe supérieure. Il y a un article d'Antoine Pro récent qui montre que, alors c'est pour le lycée, hein, mais que les écarts d'âge dans les années 30, au sein d'une même classe, sont beaucoup plus importants. Enfin, il n'y a pas d'âge normal, d'une certaine façon. Il y en a un qu'on va repérer par des statistiques quand on compte après, mais il n'y a pas d'âge normal et que les écarts d'âge sont beaucoup plus importants, évidemment, qu'aujourd'hui. Donc, c'est pas mais c'est quand même quelque chose qu'on cherche à gérer. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire de ces élèves? D'une certaine façon, les classes de fin d'études, c'est aussi le projet de savoir ce qu'on va faire de ces élèves qu'on va garder à l'école primaire un an de plus, qui vont générer d'ailleurs des modalités pédagogiques tout à fait particulières, inspirées d'éducation nouvelle. Oui, effectivement, je crois que dans ma présentation, j'ai beaucoup insisté sur l'aspect plutôt des pratiques, enfin des comportements, mais effectivement, tout cela va être retravaillé également avec l'évolution des représentations et effectivement des modèles idéologiques qui sont présents. Il est évident que petit à petit, il y a une imposition, une pénétration beaucoup plus forte de la norme méritocratique qui est devenue quand même un idéal auquel il est difficile de souscrire. De ne pas souscrire, et donc effectivement on a beaucoup plus un décalage entre les déclarations officielles qui restent totalement centrées sur le modèle méritocratique et tout un ensemble à la fois des choix politiques et des pratiques des acteurs, des institutions, des enseignants, des familles sur le terrain qui sont en décalage avec cette norme. Donc ça, je pense que c'est un aspect absolument important dont il faut tenir compte. D'un autre côté, je pense qu'effectivement, à partir du moment où on est entré dans une phase de massification de l'enseignement, il a fallu développer un autre discours de prise en charge de tous ceux qui n'étaient pas destinés à être dans les filières d'élite et que l'on continue à préserver par des moyens qui sont de plus en plus déguisés, euphémisés, qui ont besoin de se légitimer et de se justifier davantage qu'autrefois. Et donc, on accepte moins l'évaporation, l'absentéisme, même si ça perdure quand même dans une certaine mesure. Et donc se développent ces dispositifs de prise en charge des élèves que j'ai essayé de décrire, qui viennent remplacer l'absentéisme ou d'autres mécanismes plus brutaux d'exclusion qui existaient autrefois.
Par ailleurs, je pense que, là c'était un tout petit peu hors du propos, mais ça renvoie aussi à certains aspects qui ont été évoqués dans la deuxième présentation, qui sont aussi l'évolution à la fois de la définition de la culture des limites et qu'est-ce qui devient plus excluant aujourd'hui. Et donc, effectivement, on voit bien que le latin et les grecs n'ont pas perdu totalement de leur attrait, mais qu'en même temps, ce qu'on attend aujourd'hui des élites, c'est aussi une formation plus complète. Il y a toute la dimension globalisation, internationale, par exemple, comme on voit comment se positionnent les établissements d'élite aujourd'hui vers l'international, etc. Et d'autre part, ce que j'ai essayé de dire aussi dans ma présentation, c'est que le fonctionnement du système qui à la fois a engendré des barrières méritocratiques et en même temps a créé ces formes de parrainage, insiste en permanence aussi sur les barrières qui constituent la capacité à comprendre comment fonctionne le système. C'est-à-dire que comme le système est de moins en moins lisible, la capacité à maîtriser le fonctionnement du système, et c'est pour cela que, par exemple, dans le travail que j'ai fait actuellement sur l'accès à l'enseignement supérieur, ceux qui savent maîtriser, comprendre comment fonctionne ce système, voilà, ça crée d'énormes inégalités par le fait qu'effectivement il y a des masses d'élèves maintenant qui passent dans tout ce système. Mais effectivement, je crois que je n'ai pas du tout, par exemple, dans ma présentation, bien évoqué les changements dans les représentations, et effectivement, c'est en parallèle avec les modifications des politiques et des pratiques des acteurs. On a parlé que d'un côté, le fait de rajouter des filières, ça a masqué, entre guillemets, les distinctions, mais que d'un autre côté, ça permettait aussi peut-être de supprimer le côté un peu élitiste de la filière scientifique. Du coup, comment on se positionne par rapport à la nouvelle réforme? Est-ce que le but, c'est de plus sélectionner, ou est-ce que le but, c'est au contraire de revaloriser d'autres matières autres que scientifiques? Alors, c'est difficile de répondre à votre question. Je pense que la réforme du second cycle là, a une ambition, c'est de casser les hiérarchies qui existent au sein notamment du lycée général. Voilà. Donc ça, bon, après, mais du coup, ça risque peut-être que les hiérarchies explicites se réinstaurent par des hiérarchies implicites qui vont précisément être produites par des choix un peu plus subtils de la part des familles, de parcours à l'intérieur, etc. Voilà. Moi, je vois un autre aspect dans cette réforme, c'est le passage de responsabilité de l'institution vers les familles. C'est-à-dire que finalement, les élèves et leurs familles deviennent responsables. C'est cohérent avec la mise en place de Parcoursup. Les familles deviennent responsables, ou les élèves deviennent responsables de leur propre orientation. Et c'est toujours très difficile de se prononcer sur une réforme quand elle ne s'est pas encore totalement mise en œuvre, parce que les modalités très très concrètes de mise en œuvre vont avoir quand même des effets tout à fait importants. Je pense qu'effectivement, il y a à la fois une délégation aux familles et aussi quelque chose qui va en face avec des évolutions de la société dans lesquelles on insiste beaucoup sur la capacité de choix, et au fait que les acteurs doivent être responsabilisés de leurs choix, etc. Donc ça, c'est aussi un changement de modèle social qui est important. Mais dans l'état actuel du système, on voit bien que la réforme quand même va atténuer certains clivages, certains types de hiérarchies, et on recrée des nouvelles qui à nouveau on va, pour moi, dans le sens tout à fait de ce que j'ai essayé d'écrire, d'enchaînement, des choses qui deviennent beaucoup plus subtiles, beaucoup moins lisibles, beaucoup plus complexes à décrypter de l'extérieur. On sait déjà que l'offre de ces différentes options et spécialités va être très variée selon les lycées, et qu'il y a des lycées dans lesquels il y a pléthore de spécialités et des lycées dans lesquels on ne pourra pas choisir. D'ailleurs, un certain nombre des lycées de banlieue que j'ai pu étudier par le passé sont extrêmement préoccupés parce que d'une certaine façon, ils vont perdre leur filière générale.
par la façon dont la réforme est en train de se dessiner. Donc ça risque d'accentuer très très fortement les différences entre les lycées, qui sont déjà fortes, les accentuer, et donc contribuer au parrainage que la carrière des élèves dépendra beaucoup du lycée qu'ils vont fréquenter. Et en plus, ça dépendra beaucoup de la capacité à faire des choix stratégiques en se positionnant. Et alors là, ça renvoie aussi à quelque chose qui est intéressant, c'est dans l'articulation du secondaire et du supérieur. Est-ce que le supérieur va imposer des modalités privilégiées, des cheminements dans le secondaire, des façons plus nettes, etc. Voilà, et donc ça va être la capacité stratégique à choisir des parcours qui offrent beaucoup de voies dans le supérieur, et des parcours qui mènent effectivement de façon efficace à certaines filières. Et ça ne va pas être si facile à décrypter parce qu'on n'aura pas tous ces attendus très très précisément marqués quelque part. Donc ça va un peu dans le sens de ma présentation, je l'évoquais rapidement, mais tout à fait dans le sens de ce que je voulais dire d'un système qui, à la fois au nom d'une liberté de choix, au nom d'une ouverture, etc., en même temps par l'opacité, créer de nouvelles barrières à l'intérieur du système et par l'inégalité de la répartition de l'offre, qui ne sont pas des filières clairement définies, mais qui sont des offres voilà, beaucoup plus souvent des spécialités, d'options, etc. En fait, ce serait simplement, du coup, on a bien compris théoriquement la sélection, comment elle a été mise en place, etc. Et du coup, comment nous, à notre petit système, on peut essayer de lutter contre, en fait, face à, quand on est avec nos élèves. Et est-ce que quand on a des élèves qui ont des mauvais résultats, est-ce que finalement ne pas s'acharner, mais plutôt essayer de faciliter un passage réussi vers le professionnel, est-ce que c'est un échec? Et donc, en tout cas, quand il y a la sélection, comment on fait pour lutter? Alors, la question, ça concerne la compétition et le parrainage. Est-ce qu'il y a une alternative aux deux? Parce que j'ai l'impression dans vos présentations, à chaque fois que le parrainage perd des terrains, c'est la compétition qui en gagne. Notamment, je me demandais quid du tirage au sort. Et enfin, un peu une question plus actuelle. Comme les effectifs d'étudiants augmentent chaque année, à peu près 50 000, je crois, par an, et que les effectifs d'enseignants, notamment supérieurs, eux, n'augmentent pas dans les mêmes proportions, est-ce qu'on peut quand même espérer diminuer la violence de la sélection, ou est-ce que ça nous condamne à l'avoir augmenté? Alors, la première question, j'avoue que vous posez une question, je pense, très légitime d'enseignant. Mais est-ce que c'est pas une question indécidable? C'est-à-dire que, parce que d'une certaine façon, quand vous regardez les statistiques de réussite des élèves de l'enseignement professionnel et de l'enseignement supérieur, vous pouvez vous dire que ce n'est pas forcément le bon choix pour une poursuite d'études. Et puis, inversement, ce n'est pas non plus le bon choix d'envoyer des élèves en difficulté et de générer encore plus de difficultés. Donc là, personnellement, je ne suis pas sûr d'avoir une réponse à vous donner. Ensuite, sur la deuxième question, la deuxième partie de la question, on a mais c'est pas très joyeux, je pense, mais je pense que vous pointez quelque chose de tout à fait typique et qui est très. Je vois que dans mon université, c'est quelque chose qui est particulièrement amiable, qui est particulièrement sensible, ce qui fait que, compte tenu du nombre d'enseignements présents et de l'afflux d'étudiants massifs, les étudiants ont de moins en moins de TD, ont de plus en plus de cours magistraux et point final. Donc vous en tirez les conséquences. C'est difficile, vu l'ampleur des transformations que supposerait le fait de prendre de façon différente la question des difficultés scolaires des enfants et quelle est la marge d'action que l'on a aux différents niveaux du système. On peut, comme je le disais tout à l'heure, avoir d'une part des systèmes dans lesquels on met en place des dispositifs ou des actions, des rémédiations, qui soient des actions les plus inclusives possibles, c'est-à-dire qu'on tienne compte dans l'espace de la classe de l'hétérogénéité des élèves et que l'on mette en place des modes de gestion de cette hétérogénéité qui ne soient pas défavorables à ceux qui
sont en train d'être pris en charge. Et là, on sait, par les comparaisons internationales, qu'il y a des systèmes qui sont plus efficaces pour cette prise en charge internalisée de la difficulté dans l'école, sans la création des dispositifs et encore moins sans la création des filières particulières pour la prise en charge d'élèves en difficulté qui ont fait la preuve que malheureusement ça va plutôt dans le sens de leur relégation. Après, je pense qu'une autre, par exemple, caractéristique du système français que j'ai mentionné et qui pourrait être totalement atténuée, c'est le fait d'avoir le droit à l'erreur et donc, par exemple, ne pas donner une telle prime à la précocité. Imaginez beaucoup plus des possibilités de changer d'un parcours à l'autre, des possibilités de rattrapage, des possibilités de revenir dans le système. Donc sur le plan institutionnel, on peut imaginer un ensemble de réformes. Après, au niveau de l'enseignant, dans le système tel qu'il est-ce que l'on peut changer les choses? Oui, dans une certaine mesure. On sait qu'il y a des écoles qu'avec le même type de public d'élèves sont plus efficaces que d'autres écoles, que ça répond sur un travail collectif, des réflexions sur la prise en charge des élèves, etc. Et sur un ensemble de pratiques dont on a à peu près aujourd'hui, on est à peu près sûr qu'elles sont plus efficaces que certaines autres pratiques. Donc il y a une marge d'action, mais effectivement dans un cadre qui limite le pouvoir d'action très fortement, et en sachant que de l'autre côté, pour les élèves les plus favorisés, il y a des formes de surenchères. Alors, pour revenir à la deuxième question et à la première des questions, effectivement, je pense que le seul modèle auquel on peut penser qu'on n'est pas ni dans la compétition fermée, ni dans le parrainage, c'est un modèle effectivement beaucoup plus inclusif. Et ce modèle inclusif est extrêmement exigeant parce que le modèle inclusif peut vite virer démagogique. C'est-à-dire que si l'inclusion, c'est garder tout le monde sans que les gens ne progressent pas véritablement, mais tout simplement on n'opère pas des sélections, on fait passer les élèves d'un niveau à l'autre, on les garde toujours dans un cursus commun, mais en fait ils sont très inégaux, c'est pas une solution. Donc c'est une solution très exigeante, c'est de maintenir une école inclusive, et c'est vrai que le modèle qui se rapproche le plus, c'est celui effectivement du modèle des sociétés du nord de l'Europe, même si elles sont en train de changer beaucoup, parce que la Suède est en train de virer quasiment plus libérale que l'Angleterre aujourd'hui, mais en tout cas la Norvège, encore la Finlande, reste un modèle assez inclusif sans être parfait. Par ailleurs, le problème aussi, c'est que quand on examine ces écoles, indépendamment de la difficulté de transposer des choses d'un système éducatif à l'autre, parce que les choses ne se transportent pas comme ça, c'est que ces écoles sont beaucoup plus égalitaires parce qu'elles sont aussi dans des sociétés beaucoup plus égalitaires. C'est difficile de dissocier l'un de l'autre. Après, sur les changements dans l'université, comme je le disais tout à l'heure, un des grands problèmes du modèle français élitiste, c'est que c'est un élitisme, en plus, comme je disais, très malthusien, ce qui fait qu'on a massifié et en même temps, on n'a pas créé les conditions de cette massification, ni en termes d'enseignants, comme vous l'avez connu, mais en termes d'établissement. C'est pour cela que je disais, vous savez qu'en 15 ans, on est passé de 7% des établissements privés en France d'enseignement supérieur à 20%. Donc on a fait vraiment un changement extrêmement fort, et ce sont des écoles qui sont simplement venues occuper la place du fait qu'il y a un déficit de places dans l'enseignement supérieur aujourd'hui pour les bacheliers qui arrivent, et l'enseignement public n'a pas été en mesure de donner la bonne réponse en termes de création d'établissements et de création de... Donc effectivement, ça soumet les élèves à non seulement une compétition forte à l'entrée, mais aussi à ceux qui n'arrivent pas à avoir les mises en place, à des conditions après des travail qui rendent leur réussite très difficile. Bonjour. Justement sur le principe de compétition, puisqu'on a beaucoup parlé, vous en avez beaucoup parlé pendant l'après-midi, justement le principe de la compétition, c'est que ceux qui réussissent sont plus motivés et du coup on commence à mieux réussir après, mais l'effet inverse, puisque la réussite motive, la défaite, entre guillemets, aurait tendance à démotiver. Et alors, en mathématiques, par exemple, on l'a beaucoup su, les élèves qui disent qu'ils n'y arrivent pas parce qu'ils sont nuls, etc., est-ce que ce ne serait pas un peu lié à justement son principe de compétition, à tel point que certains sociologues parlent de constant placard dans les classes, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la classe qui, de toute façon, sera considérée comme faible ou
enfin, avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire qui ne suit pas en classe, qui ne travaille pas, alors que c'est juste le tiers faible de la classe, mais qui pourrait aussi se mettre au travail et réussir s'il était plus motivé par moment de compétition. Oui, effectivement, comme je le disais dans ma présentation, un des problèmes du modèle de la compétition, c'est que effectivement, ce modèle peut avoir une certaine efficacité dans la mesure où les personnes ont envie de concourir. Or, dans l'idéal, dans la norme idéale, on fait comme si tout le monde avait envie de concourir. Or, il est clair qu'à partir du moment où on est tout le temps en situation d'échec, de perdant dans les épreuves, effectivement, la motivation à concourir disparaît très très fortement. Et bon, on va rester à l'école quand on est dans la scolarité obligatoire, mais on peut développer des pratiques d'absentéisme ou de décrochage, etc. Et après, simplement, on va abandonner puisqu'on se sent perdant dans la compétition. Alors, est-ce qu'il y a moyen d'organiser des épreuves qui ne soient pas aussi décourageantes? Donc, comme je disais, d'une part, je prenais cet exemple que l'on sait, par exemple, tout ce qui est cette lecture publique et mise en concurrence permanente des élèves, qui pour certains enseignants est un mécanisme de gestion de la classe, d'avoir tous les élèves en concurrence les uns avec les autres, et même de les mettre en concurrence avec la classe d'à côté, l'autre, etc. Voilà, ça c'est un mécanisme dont on peut atténuer en partie les effets. On n'est pas, et là il y a des analyses qui montrent qu'effectivement, quand on ne pratique pas comme cela la mise en concurrence des élèves, on atténue un tout petit peu les effets des stigmatisations des plus faibles. Après, c'est vrai qu'on peut faire toute une critique du modèle d'évaluation, c'est ce qu'on appelait toujours la constante macabre, où quelle que soit la classe, par rapport au mode d'organisation de l'évaluation, on aura toujours un tiers des bons, un tiers des moyens, un tiers des faibles. Et bien sûr, les faibles d'ici ne seront pas les faibles de là-bas, mais on aura partout où l'on sait. Et on peut se vivre très très malheureux quand on est dans les faibles, même parmi les plus forts. Je me souviens quand j'ai fait mon travail sur les établissements d'élite, j'avais travaillé à Louis-les-Grands. Et à Louis-les-Grands, à l'époque, je ne sais pas si ça a disparu, la meilleure classe en première et en terminale s'appelait la classe des rapides. Et on appelait la classe la plus faible la classe des lents. Et mes élèves qui étaient dans la classe des lents étaient extrêmement malheureux, tout en étant parmi les plus sursélectionnés de France, en étant particulièrement excellents, mais ils étaient très mauvais dans leur établissement. Et à chaque fois qu'il y avait les réunions des parents, on disait « Ah oui, la première scène, quelle horreur, etc. » Donc effectivement, Donc effectivement, je pense que dans le système tel qu'il fonctionne actuellement, on produit énormément de hiérarchies. On peut atténuer ces hiérarchies, on peut aller dans le sens d'atténuation des épreuves, mais comme je disais, après c'est aussi subtil de ne pas tomber dans la démagogie, parce qu'on peut avoir des systèmes dans lesquels on est toujours dans le renforcement positif, dans lesquels on fait toujours croire aux élèves que tout va bien, etc. Et à un moment, il y a un principe de réalité, parce qu'il va y avoir, si ça ne se passe pas à l'école, ça se passera à l'extérieur de l'école, il va y avoir des modes de sélection. C'est aussi donc comment, sans éliminer tout principe de sélection, créer des modes de sélection qui soient les moins défavorables à l'image de soi des élèves, au progrès des élèves, au progrès de tous les élèves, pas seulement d'un petit groupe d'élèves, etc. Voilà. Il y a des choses qui peuvent être mieux faites. Il n'y a aucun modèle idéal, mais il y a des choses que l'on peut améliorer. C'est évident. Alors, ma question suscite certainement plus large réflexion, mais j'aimerais bien avoir votre point de vue. On a parlé donc de la sélection et de la comparaison dans le système scolaire, mais est-il judicieux et souhaitable, mais surtout possible, de changer cela dans le système scolaire, tant que le système sociétal lui-même repose aussi là-dessus? Donc, est-ce que cela ne repasserait donc pas par le changement des mentalités déjà à notre propre échelle? Vous avez parlé du changement des mentalités à notre propre échelle? Oui, vis-à-vis de la comparaison donc, et de la sélection, puisque dans oui, mais en fait, moi il me semble qu'il y a effectivement, je pense que oui, il y a une question de changement de mentalité. On voit bien que Agnès Van Zanten a évoqué la question de la notation et de son remplacement éventuel par d'autres types d'évaluations. Aujourd'hui, c'est l'évaluation par compétences qui développe, etc. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est mis en place, sans compter le jugement de valeur sur la c'est quelque chose qui s'est mis en place de façon lente,
peut-être assez rapide néanmoins à l'école élémentaire, finalement, à l'échelle du temps d'une réforme, et qui nécessite un changement de changer de logiciel d'une certaine façon. Et on peut penser effectivement que le passage à l'évaluation des compétences est une façon d'amoindrir la dimension comparative entre les élèves, la dimension de compétition, des choses comme ça. Donc je pense que, là où le changement de mentalité est difficile, c'est que nous avons baigné nous-mêmes dans un monde scolaire qui, à mon avis, influence largement la façon dont on doit le concevoir, dont on le conçoit également. Et pour tout le monde, lire, mettre des notes, c'est quasiment naturel. Un argument qu'on entend très souvent, c'est même que les enfants sont demandeurs de notes. Voilà, donc là, c'est sûr qu'il y a des changements. Mais du coup, est-ce que c'est souhaitable au système scolaire, dans la mesure où dans la vie de tous les jours, dans le monde professionnel, il y a aussi de la sélection et aussi donc de la comparaison? Ah, oui, donc comme la vie est... Oui, il y a de la sélection dans la vie, donc bon, là je ne saurais pas... si je crois que je saurais répondre, je dirais que c'est pas une raison, mais... voilà, c'était un peu simpliste. Je pense qu'effectivement, comme je disais, on voit bien qu'il y a un lien très fort entre le système social et le système scolaire. Comme je disais, les écoles qui sont les plus égalitaires sont souvent situées dans les systèmes sociaux qui le sont déjà. Mais et qu'en France, on a beaucoup tendance à croire que c'est par l'école que changera la société. Et donc, je pense qu'on peut changer un certain nombre de choses dans l'école, mais pas que dans l'école. C'est-à-dire que tout ne viendra pas dans l'école, et par exemple, toute la mobilité sociale ne viendra, les changements à ce niveau-là ne viendront pas que par l'école. Mais il n'empêche qu'ici, nous sommes en train de parler d'école, et qu'est-ce que l'école peut faire par rapport à cela. Et ce n'est pas immuable. Et une des choses que l'on voit par exemple aujourd'hui, on voit les élites françaises, elles sont quand même dans une position assez fortement mise en cause par la globalisation, des différentes façons, parce que la France n'occupe pas du tout la même position dans le monde, etc. Et donc par exemple, on voit bien qu'aujourd'hui, par exemple, que les jeunes des filières d'élite, je pense par exemple aux jeunes dans les grandes écoles, font beaucoup plus de cursus internationaux, et qu'il y a beaucoup plus d'étudiants internationaux dans les institutions d'élite françaises, que les accueillent de plus en plus. Par exemple, moi je suis à Sciences Po, on a plus de 50% maintenant du corps étudiant qui est étranger. C'est radicalement différent. Il y a encore beaucoup de tensions et de différences, mais petit à petit, les élèves français se mettent à imaginer qu'il y a des modèles d'excellence qui ne sont pas ceux que de l'école française. Et ce n'est pas nécessairement que les autres systèmes soient tous plus vertueux que le système français, mais il y a des systèmes dans lesquels on peut apprendre. Par exemple, je parlais des pays nordiques, et bien, je te rends compte que les élèves norvégiens qui n'ont pas été soumis à la même violence de la compétition dans les écoles norvégiennes, et bien, quand ils arrivent à Sciences Po, ils sont aussi bons que les élèves français des Sciences Po. Et donc, l'on peut avoir été dans des systèmes scolaires qui ne pratiquent pas, qui n'ont pas les mêmes pratiques et qui n'ont pas la même vision de l'excellence, ni les mêmes modalités de sélection précoce, etc. Et avoir un très bon niveau scolaire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si on pense au changement par le haut, mais c'est qu'une des voies de changement, il y a d'autres facteurs, mais c'est une voie que j'ai étudiée dans mes recherches parce que je travaille sur les élites. Dans la globalisation, il y a quand même des mécanismes de comparaison qui se mettent en place, qui peuvent transformer la façon de penser comment se construit l'excellence, est-ce qu'on a besoin de cette sélection précoce des élites, de ce parrainage, etc. Ou est-ce que d'autres modèles sont aussi capables de produire des élèves de très très bon niveau et en beaucoup plus grand nombre qu'en France, parce qu'on a beaucoup plus de bons élèves en Norvège qu'on a en France. Donc, je pense qu'effectivement, c'est une voie possible. Donc, les systèmes ne sont pas immuables. Il ne faut pas penser que parce qu'il y a des pesanteurs, il n'y a pas quand même des transformations qui se font. Donc là, je pense que le système traverse des crises en ce moment et se transforme. Donc, ça peut retentir sur les modes d'enseignement. Alors, moi, j'ai une petite question. Jusqu'à la guerre 14-18, le français était très peu parlé en France. Les élèves qui allaient à l'école avaient rarement leurs parents qui eux-mêmes étaient instruits.
Les écarts sociaux en France à la fin du 19e siècle, et puis effectivement jusqu'à la fin de la Troisième République, étaient beaucoup plus marqués qu'ils ne le sont aujourd'hui entre les classes ouvrières, notamment les classes bourgeoises. Et pourtant, l'école de la Troisième République est comme reconnue aujourd'hui comme un meilleur ascenseur social que notre école actuelle. Comment vous expliquez ça? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr que l'école de la Troisième République ait été un véritable ascenseur social. Parce que l'école de la Troisième République, au moins, disons, jusqu'à la guerre de 14-18, est une école qui prépare les enfants d'agriculteurs avec l'agriculteur, les enfants d'ouvriers les enfants d'agriculteurs avec l'agriculteur, les enfants d'ouvriers avec l'ouvrier, les enfants de commerçants avec les commerçants, etc. C'est-à-dire qu'elle repose encore sur une idée qu'il n'y a pas de mobilité sociale, d'une certaine façon. Alors oui, il y a une petite élite qui se dégage. Il y a quelques boursiers voilà, qui vont réussir à Charles Péguy, Émile Borel, mais on est encore dans un système figé. Moi, je dirais plutôt que le moment où il y a de la mobilité sociale qui se crée, qui est possible, c'est dans les années 40-50, avec la création d'une nouvelle filière de l'enseignement secondaire qui permet aux élèves du primaire supérieur de se raccrocher à partir de la classe de seconde vers le second cycle du lycée. Mais on est aussi dans un contexte des années 50 ou 60 où c'est la pleine croissance, voilà, il y a le marché de l'emploi, on cherche à former des techniciens, des ingénieurs, etc. Donc il y a aussi, le contexte s'y prête bien. Voilà. Rajouter deux choses, parce que j'ai suivi d'assez près les travaux sur ces sujets. Effectivement, ce que l'on constate, c'est qu'il y a une démocratisation toute relative de l'accès aux grandes écoles qui correspond à peu près aux 30 glorieuses, c'est-à-dire des années 40, 50, 60. Donc on a effectivement une relative démocratisation qui s'est arrêtée à la fois par les changements économiques et sociaux, et aussi parce qu'à partir du moment où il y a la première vague de massification de l'enseignement supérieur, l'essentiel des publics des milieux populaires sont absorbés par les universités, dont le statut est très fortement dévalorisé, et les grandes écoles ont profité de cela pour se fermer beaucoup plus, élever leur niveau d'exigence de façon très très importante, de sorte que les nouveaux arrivants ne peuvent pas avoir accès à ces établissements. Mais bon, avec les universités, là, il y a des travaux récents tout à fait intéressants là-dessus. Par ailleurs, je pense qu'il y a quelque chose qui a été évoqué qui est très important, c'est qu'est-ce qu'on conçoit comme mobilité. En fait, quand on parle souvent de la relative démocratisation des grandes écoles et de certains établissements, c'était une mobilisation pour la durée. C'est souvent grand-père agriculteur, père artisan ou petite classe moyenne ou éventuellement enseignant, enfant qui arrive à Polytechnique. Alors qu'aujourd'hui, on est dans une impatience sociale où on a beaucoup plus dans l'idée d'une mobilité qui doit être beaucoup plus radicale. Et donc, notre façon de penser la mobilité sociale a changé. On pense que tout le monde devrait avoir accès tout de suite. Et c'est celle d'ailleurs très typique en France, donc c'est immédiatement fulgurant, parce que toute position qui n'est pas l'élite n'est pas très valorisée. Et donc l'idée c'est qu'il faut immédiatement accéder à l'élite. Mais c'est une façon de le penser qui est très forte et qui ne correspond pas à ces mobilités qu'il pourrait avoir dans le passé sur des générations, mais qui c'est vrai aujourd'hui se sont arrêtées par la crise économique, les transformations sociales, etc. Donc il faut penser parallèlement les transformations du système éducatif, du système économique et social et des représentations que ça induit de ce que c'est la mobilité sociale. Et de ce point de vue, on peut effectivement regarder avec une certaine nostalgie de dire qu'il y avait un peu plus d'ouverture, etc. C'était dans un cadre très très particulier par rapport au contexte actuel. Mais voilà, je vous invite à lire des travaux tout à fait récents des collègues beaucoup plus pointus que moi sur ces questions, et notamment sur le plan de la statistique, qui montre effectivement
ces différenciations qui se sont faites dans les filières de l'enseignement supérieur au fur et à mesure de la massification, fermeture. De même que dans le secondaire, au fur et à mesure que le lycée s'est massifié, la filière S est devenue plus sélective. Donc elle est plus sélective aujourd'hui qu'elle était il y a 40 ans. Scolairement sélective.